Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Quoi de plus merveilleux que le lancement d'un livre? Eh bien peut-être le lancement d'une nouvelle collection, voire d'une nouvelle maison. C'est ce dont on va parler ensemble à partir de maintenant. Fayard Graphique, Récamier, Le Grand Bain, les Ondes Marcinelle et les Ondines. Cela ne vous dit peut-être pas encore grand-chose, mais c'est ce qu'on va découvrir avec nos invités. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat du webinaire et nous tâcherons d'y répondre tout au long de l'émission. Dans un premier temps, j'ai le plaisir d'accueillir Céline Toulouse. Bonjour. Alors, ce n'est pas une nouvelle collection que vous venez nous présenter, c'est une nouvelle maison d'édition carrément, les éditions Récamier, qui font partie du groupe Editis, dans lequel vous travaillez depuis longtemps. On va y revenir. Merci d'être là. Damien Bergeret, bonjour. Vous êtes directeur littéraire chez Fayard et co-directeur de la collection Fayard Graphique que vous nous présentez avec Vincent Ravalec. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes aussi le co-directeur de la collection Fayard Graphique et scénariste de certains titres de la collection Fayard Graphique. Avant que vous nous présentiez tous les titres phares de vos nouvelles collections, je crée un petit peu de suspense. J'aimerais avoir le retour d'expérience de notre dernier invité sur le plateau, Maïr Guven. Vous êtes le directeur du label La Grenade, fondé en 2020 au sein des éditions JC Lattès. 3 ans plus tard, excusez-moi, quittez pas le plateau, je suis obligé de la faire. Est-ce qu'on peut considérer que ce label a explosé? Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que je crois que chaque création avance par plateau. Et là, on a atteint un plateau et on essaye d'arriver au prochain plateau. Voilà. Mais en tout cas, on est installé, les libraires nous connaissent, les journalistes, les confrères, donc c'est bien. Vous allez pouvoir nous faire un petit peu votre retour d'expérience là-dessus et nous présenter aussi certains de vos titres. On va commencer avec vous, Damien Bergeret. Vous avez eu de la chance, ainsi que Céline Toulouse, vous pouvez compter avec votre nouvelle collection sur des noms forts. Et ça, c'est important. Je crois, se lancer avec un nom connu. Vous avez un premier titre qui va sortir avec le journaliste Hugo Clément, c'est ça? Pourquoi c'était important de commencer avec un nom fort comme celui-ci? Effectivement, Hugo Clément est un auteur de la maison. Il a déjà publié deux grands formats de documents chez nous. Et l'idée, c'était de prolonger et d'aller chercher d'autres lecteurs qui ne vont pas forcément en fait, vers l'essai, le document noir, et avec l'image, avec Dominique Mermoux à l'illustration, Vincent Ravalec en scénariste, et ben on arrive avec Hugo Clément, donc, qui est le journaliste bien connu, qui présente Sur le Front, qui est connu pour son engagement en faveur dans la défense de l'environnement, avec un titre très fort pour lancer une collection, parce que Fayard, ben, on n'est pas une maison d'illustrés, de BD. Donc on est une maison qui a un ADN fort, qui participe au débat public. Là, on est en plein dans un thème d'actualité avec Hugo Clément, donc l'écologie, l'environnement. Et débuter une collection avec un nom comme celui-ci, c'est à la fois une chance qu'il nous ait fait confiance et qu'il ait adhéré tout de suite au projet. Et ça ouvre effectivement, ça correspond en tout cas à ce qu'est Fayard, c'est-à-dire une maison engagé dans le débat public, et puis les titres suivants, parce qu'on a l'histoire, donc Jean-Christian Petit-Fils, c'est un grand nom aussi, on a Boris Vian qui va arriver ensuite en littérature, ce sont des grands noms, ce sont l'ADN de la maison. On va en parler justement, mais le théorème du Vaquita d'Hugo Clément, Vincent, Hugo Clément, c'est une figure de la télévision, arrivé à dessiner. J'ai l'impression qu'on le retrouve un petit peu au fil des pages. Comment ça s'est fait le projet en termes d'illustration? En fait, le projet, la gageure, c'était un peu d'arriver à synthétiser tout le combat d'Hugo, qui est tout de même assez vaste et qui est très documenté puisqu'il a fait énormément de reportages sur le terrain. Il s'appuie beaucoup sur des données scientifiques. Et il en a fait beaucoup de par le monde et à travers le temps. Et donc là, c'était d'essayer de trouver un fil narratif qui soit cohérent et qui vienne justement manifester tout le combat qu'il a, qui est un combat tout à fait réel dans lequel il est très engagé, et d'en faire une vraie histoire un peu à la Tintin.
Donc là, il intervient vraiment en tant que personnage, à la fois comme personnage des aventures qu'il a vraiment vécues, mais aussi comme passeur de tout le discours qu'il met en avant. Et moi, je dois dire que j'ai appris des tas de choses. Enfin, il y a des tas de choses que je connaissais plus ou moins. C'est vrai qu'en me plongeant dans tous ces reportages, j'ai découvert une partie du monde qui est malheureusement assez effrayante. Ouais. Donc, en fait, l'idée, c'était de faire un peu un Tintin informatif et qui porte son combat. Tintin informatif qui porte son combat, c'est une des premières marques de Fayard Graphique. On va revenir sur les autres titres que vous allez sortir. Céline Toulouse, vous aussi, vous pouvez compter sur des sortes de locomotives avec votre nouvelle maison d'édition Récamier, notamment Raphaël Giordano et Françoise Bourdin, c'est ça? Oui. Vous pouvez sortir, ça c'était important aussi pour vous de pouvoir compter sur ces noms-là? C'est fondamental. Ensuite, c'est vrai que notre histoire chez Récamier, c'est un petit peu l'inverse de celle de Fayard, de Damien et de Vincent. C'est-à-dire que je crois qu'on a tous travaillé relativement vite pour sortir nos livres, mais je pense aussi qu'on a pas mal d'expérience dans l'édition les uns et les autres, donc ça aide. Mais là où la collection de Damien et de Vincent sort ex nihilo, c'est vrai que nous, Récamier, en fait, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que moi, ça fait, comme vous le disiez, 16 ans que je travaille chez Editis. C'est un groupe auquel je suis attachée. J'ai travaillé chez Fleuve Édition. Je me suis occupée de Belfond aussi, du domaine français. Je suis arrivée chez Plon. Et puis, on a eu une période assez compliquée chez Plon avec 2 maisons pour le prix d'une. C'est une situation qui ne nous convenait plus du tout, ni à mes auteurs, ni à mon équipe et ni à moi-même. Et donc, à un moment donné, on était bien dans notre groupe, on connaissait très bien ce groupe et on s'est dit, est-ce qu'il ne faudrait pas juste avoir notre maison à nous, notre marque à nous et voilà comment s'est fait Récamier. Du coup, pour revenir à ces auteurs, Raphaël Giordano, Françoise Bourdin, qui sortent là à l'automne, en fait, on n'a jamais vraiment cessé de travailler. Et Raphaël Giordano sortait ses livres en octobre et du coup, la maison a été lancée fin août et la nouveauté de Raphaël sort là. Et puis, un livre aussi de Françoise, donc on en reparlera, je pense, mais qui nous a quittés en décembre dernier, et qui est un auteur que moi, je suivais depuis des années, dans d'autres maisons également. Maïr, je vois, vous êtes venu avec un livre donc du label La Grenade, d'Orelsan. C'est pas d'Orelsan. Pardon. C'est un dictionnaire critique. Dictionnaire critique de Nicolas Krastev Makinen. Là aussi, c'était important si vous avez pu sortir des grands noms avec La Grenade. Oui, mais bizarrement, ils nous ont portés, mais ce n'est pas ceux qui nous ont le plus portés. Ah. Ça nous a donné une forme de statut, une légitimité. Je pense notamment aux acteurs du monde du rap qui nous ont fait ensuite confiance. Mais nous, le livre qui nous a vraiment porté, c'est celui de Jamel Cherigui, cet épicier qui est devenu écrivain, qui a commencé à lire dans son épicerie en arrêtant l'alcool notamment. Et c'est vraiment le livre qui a fait exister puissamment le label. Voilà. Donc c'est une histoire de challenger. Voilà. Très bien. Ouais. Et justement, challenger, vous osez, c'est ça qui est important quand on crée une nouvelle édition. Et vous osez avec un titre, à mon avis, qui va faire parler, Jésus, de Jean-Christian Petit-Fils. Est-ce que vous pouvez me le passer? C'est formidable parce que surtout, j'aimerais vous entendre là-dessus, Vincent. Toute l'illustration a été réalisée par l'intelligence artificielle, un vrai parti pris. On est pour ou on est contre, on sait qu'en tout cas ça fait parler et c'était un peu aussi votre choix éditorial de... Alors écoutez, le choix éditorial, si on en parle, c'est très bien. C'est vrai que c'est... alors là, il faut louer les éditions Fayard à Isabelle Saporta, puisqu'elle a tout de même suivi le projet, qui n'était pas exemple de risque, parce que quand on a démarré le projet, le débat sur l'IA, et notamment sur l'IA graphique, était extrêmement vivace. Là, je pense que c'est un peu en train de retomber. Moi, en fait, écoutez, ma position, elle est claire. Ça fait 35 ans que je fais des trucs artistiques, un peu avec tous les médias auxquels je peux avoir accès. J'adorerais faire de la musique, malheureusement, je ne suis pas musicien, je chante pas bien. Mais bon, j'ai fait de la BD, j'ai fait de la réalité virtuelle, j'ai fait du web interactif dès que c'est arrivé. Donc, j'ai 2 boîtes de prod et j'ai un studio d'effets spéciaux. Et en fait, quand l'IA est arrivée,
on l'a vu tout de suite en fait. Et moi, je suis un dessinateur frustré, j'avais déjà fait des BD comme scénariste. Déjà, c'est hyper galère de trouver un dessinateur et en plus, je ne sais pas dessiner. Et là, mais je sais que les premières 24 heures, je crois que je n'ai pas décollé de mon ordi. C'est-à-dire, j'ai fait 15 BD, j'ai fait des illustrations, enfin, j'étais comme un petit ouf, quoi. Et moi, je l'ai tout de suite vu comme un nouveau joujou, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un nouveau média, point. Je veux dire, les trucs, ça va piquer le goût des dessinateurs. Déjà, j'y crois pas vraiment, parce que je crois que c'est pas exactement la même forme. Il y a une vibration dans la main d'un dessinateur qu'il n'y aura pas dans une IA. Mais par contre, ça va permettre des choses formidables. Il y avait un interview hier dans Les Échos du patron de YouTube qui disait que lui, il s'attendait à une explosion de la créativité grâce à l'IA. Et moi, je le vois comme ça. Donc, effectivement, je pense que ça va être comme à l'arrivée de la photographie. C'est-à-dire qu'il y a, avant la photographie, les peintres peignaient le moindre personne qui avait un peu les moyens, faisait peindre toute sa famille. Bon, quand la photographie est arrivée, ils ont fait des photos. Donc, il y a une partie des peintres qui se retrouvés peut-être au chômage, mais grâce à ça, on a eu l'impressionnisme, grâce à ça, enfin, je veux dire, ça a renouvelé plein de choses. Et moi, je pense que ça fait partie de la vie. Je veux dire, là, c'est un débat, dans ce cas-là, on ouvre un débat civilisationnel. Le premier outil, je veux dire, nous a emmenés vers l'IA. Donc voilà, moi, ma position, elle est simple. Je pense que le débat, il est, à mon avis, c'est un peu comme la 5G, quoi. Je veux dire, la 5G, on a arraché les antennes il y a 2 ans. Aujourd'hui, tout le monde est sur son iPhone. Je le vois un peu comme ça. Je suis désolé d'être aussi radical, mais c'est comme ça que je le sens. Damien, vous l'avez accueilli comment, ce projet? Sur l'IA, Ouais. ça correspond encore une fois à ce qu'est Fayard, c'est-à-dire qu'on ne s'interdit rien. On a Hugo avec un dessinateur, Dominique Mermoux, qui travaille à l'ancienne. On a Jésus de Jean-Christian Petit-Fils, donc historien, qui en grand format avait fait plus de 100 000 exemplaires. Et là, on passe par l'IA, donc on renouvelle le genre. Et encore une fois, là, vraiment aussi, et c'est caractéristique d'Isabelle Saparla, on ne s'interdit rien, on va explorer le champ des possibles. Et derrière, on va continuer avec un Boris Vian. Et là aussi, j'ai envie de dire, on ne s'interdit rien, parce que Boris Vian, c'est la langue qui explose. Ça va être absolument, donc ça va sortir en janvier. C'est son premier roman, Trouble dans les Andins. Et je crois que exploiter une collection graphique dans ces directions, c'est absolument fabuleux. On va en reparler du Boris Vian. Avant ça, Céline Toulouse, vous n'êtes pas encore allée dans l'IA, dans l'intelligence artificielle. En revanche, ça a été une course contre la montre, je crois, parce que vous avez décidé de monter Récamier en mars-avril, et il fallait absolument être à la rentrée littéraire avec vos auteurs que vous suivez depuis longtemps, Oscar Lalo et Jean-Marie Quéméner, c'est ça? Racontez-nous un petit peu cette course contre la montre. C'est vrai que pour lancer une maison d'édition généraliste, la période de la rentrée littéraire est quand même assez exceptionnelle. C'est vraiment une exception française, donc voilà. Il se trouve que nous avions les textes de Jean-Marie Quéméner et d'Oscar Lalo. Ils étaient prêts, on les avait travaillés en amont. Donc nous non plus, on ne s'est rien interdit et on s'est dit « ok, on y va ». Donc ça a été un peu compliqué parce qu'il a fallu créer l'identité visuelle, la charte de la ligne de littérature, et ça, on a signé pour 25-30 ans. Donc on a beaucoup travaillé sur le logo et sur cette charte en fait, de collection littéraire. Revenez sur le nom Récamier. Ah, Comment Récamier. est-ce qu'il est venu C'est-à-dire qu'on est tous rentrés dans ce studio, on s'est dit waouh, la Méridienne, elle est géniale. Et c'est vrai que moi, pour baptiser ma maison, je cherchais le nom d'un endroit où j'aime lire. Moi, certains le savent, j'aime beaucoup lire allongé. Et sur une Méridienne comme ça, là, d'ailleurs, après, je compte bien m'installer. Et Méridienne, c'était un nom de maison d'édition déjà pris, parce qu'il y a beaucoup de maisons d'édition en France, et il y a beaucoup de noms qui sont déjà pris. Et puis j'étais avec un ami très cher qui est, je peux le dire, c'est le mari de Karine Gébel, un matin dans un salon du livre. Et il est antiquaire, brocanteur, et il me dit, mais tu sais, il y a la Méridienne et il y a le Récamier. Et quand il a prononcé ce mot Récamier, évidemment, j'ai pensé aux meubles, mais j'ai aussi pensé à Juliette. Et je me suis dit, voilà, c'est un haut patronage exceptionnel. C'est comme ça qu'on doit s'appeler. C'était pas pris, on a eu de la chance. Alors, ça c'est une belle histoire. Parlez-nous un petit peu de le dernier amant d'Oscar Lalo. Ça aussi, ça rejoint un petit peu Fayard graphique dans le fond, avec le théorème du Vaquita. On parle évidemment des problèmes environnementaux, c'est ça? Sous une autre forme. Oscar, c'est un auteur que je suis depuis son premier roman en 2016 chez Belfond.
C'est un auteur qui a toujours écrit des textes très proches de la prose poétique. C'est un ancien avocat spécialisé dans le droit de l'environnement. Ces textes ressemblent souvent à des plaidoyers. Donc, le premier, c'était contre l'enfance, pour aider l'enfance abusée. Le deuxième, c'était sur les Lebensborn. Celui-ci, effectivement, c'est sur la question environnementale. Le dernier amant, c'est le narrateur de l'ouvrage. C'est un homme qui parle à la femme qui l'a abusé, dont on l'a éloigné. Il écrit d'une prison. Et en fait, ce qui est fabuleux dans ce texte, c'est que chaque mot que prononce cet homme à cette femme pourrait être un mot, une phrase que nous prononçons, hommes et femmes, à la terre. Voilà. Donc c'est deux violences symptomatiques de l'époque, la violence faite aux femmes, la violence faite à la terre, à l'environnement, à la terre-mère, à la terre nourricière. Il y a beaucoup de parallèles qui sont envisageables. Effectivement, je suis très fière de ces deux premiers textes parce que c'est vraiment des textes de littérature engagée. Et justement, le deuxième, J'ai 1000 ans, là, c'est pas l'environnement, mais encore un sujet de société qui nous interpelle tous, les migrants. Ouais, il donne un visage aux migrants et je parlais de littérature engagée. Jean-Marie Quéméner a été sélectionné pour le prix André Malraux qui récompense la littérature engagée. Donc Jean-Marie, il a été longtemps reporter de guerre, photographe de guerre, etc. Et il a vécu 4 ans au Soudan. C'est une période de sa vie qui l'a énormément marqué. Et il a choisi de donner un visage à ces migrants. C'est-à-dire que je pense que le mot migrant n'est jamais utilisé dans ce roman. Celle qui parle, c'est une petite fille, c'est Amal qu'on voit sur la couverture. Elle vient de naître au Soudan, dans une maison close, dans un village d'orpailleurs où les femmes sont interdites, excepté dans la maison close. Et quand elle naît, elle est très belle. Et donc la patronne de la maison close dit c'est génial, dans 7 ou 8 ans, nos clients seront ravis. Et quand elle entend ça, sa mère dit non, on va partir et on va partir en France. Donc elles traversent le pays, elles veulent traverser la mer, elles rencontrent d'autres personnes qui ont des histoires différentes. Et là, vraiment, au sens propre, il donne un visage aux migrants. Récamier, les éditions Récamier, on le voit, vous êtes une maison de littérature générale, comme Fayard et donc Fayard Graphique, JC Lattès aussi. Quand on crée un label Meier-Guven, c'est aussi important. On va en reparler de la ligne éditoriale dans la seconde partie de cette émission, mais on peut en dire un mot ici. Il y a des sujets bien précis dont on prend la cause pour pouvoir porter les labels. Moi, en tout cas, ça a été le cas. L'idée est venue, j'étais à la radio pour la promotion de mon premier roman, et un journaliste me dit « Ah, ça me fait plaisir de vous voir, c'est bien la preuve qu'en France, quand on veut, on peut. » Et puis moi, c'est sorti très naïvement, j'avais 30 ans, donc je maîtrisais un peu moins les médias, j'ai fait « Ah bah non, c'est pas vrai, c'est faux, c'est pas vrai. » Moi, j'ai pu parce que j'ai travaillé dans le journalisme avant, j'ai rencontré des éditeurs, j'ai compris comment tout ça fonctionnait. Et donc, le mythe de j'envoie par la poste ou je ne sais quoi, je dis ça reste un mythe. C'est possible, mais le pourcentage de probabilité est très faible, d'autant plus que pour s'autoriser à écrire, il faut qu'un professeur, quelqu'un de votre entourage, je crois, vous incite. Moi, j'avais gribouillé quand j'avais 14, 15, 18, 20 ans. Il s'avère que c'est en arrivant à Paris quand une prof de théâtre m'a dit « fais un peu plus ambitieux ». Sinon, j'ai envie de vous dire, tant que les écrivains sont des noms sur les livres ou les pancartes pour indiquer le nom des rues, c'est plus compliqué. Et donc c'est à partir de là, j'ai partagé mon idée à Véronique Cardy. À l'époque, je vivais à l'étranger. Elle m'a dit eh ben, viens, faisons-le ensemble. Et je lui disais que je pensais qu'en ouvrant des nouvelles portes vers le monde de l'édition, on allait attirer de l'énergie littéraire, de l'énergie créative, et qu'il fallait un peu canaliser et guider cette énergie pour en faire des textes que l'on transformerait en livres. C'est comme ça que c'est né. Et il me semble, oui, il faut avoir une vision. En tout cas, pour ma part, c'était un peu extension du domaine de l'auteur. C'est des livres que j'aurais envie d'écrire, mais j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, mais c'est très bien d'en être l'éditeur. Merci beaucoup. Vous avez de la chance tous parce que vous créez des nouveaux labels et vous pouvez compter sur l'appui soit de vos maisons, soit de vos groupes derrière, et notamment du fonds de catalogue. Vous l'avez évoqué, ce titre de ce premier roman de Boris Vian,
Trouble dans les Andins, paru, si je ne m'abuse, ou en tout cas écrit pendant la Deuxième Guerre. Exactement. Là, vous le sortez chez Fayard Graphique en illustré, évidemment, illustré par Nicole Berthold. Alors, non, Nicole Berthold, qui est l'ayant droit de Boris Vian, a participé donc à l'écriture, mais il est illustré par Pénographe, parce qu'il a d'abord été adapté pour la première fois en République tchèque. Alors, on ne l'a pas là, parce qu'il doit sortir le 17 janvier 2024. C'était quoi ce projet de sortir chez Fayard Graphique le premier roman de Boris Vian? C'est le troisième axe de Fayard Graphique. On a parlé des essais, on a parlé de l'histoire et on a un catalogue littéraire voilà, avec des œuvres très fortes. Et Boris Vian s'inscrit totalement dans cette collection. Comme je vous le disais, c'est l'inventivité de la langue, c'est la richesse du langage. Et j'espère d'ailleurs que quelques images doivent circuler là pour les auditeurs avec un illustrateur qui en fait témoigne de cette richesse langagière, puisque ça explose vraiment. C'est le premier roman effectivement de Boris Vian, donc publié à titre posthume, Trouble dans les Andins. Et c'est vraiment, ça complète effectivement ce voyage graphique que peut être Fayard Graphique au sein d'une maison de littérature générale. Voyage graphique, Vincent, justement, on le voit, il y a 3 titres complètement différents. Graphisme, on a parlé de l'IA, Boris Vian. Est-ce qu'il faut une identité? On va y revenir aussi dans la deuxième partie de l'émission, mais une identité graphique, j'aimerais vous entendre là-dessus, parce que là, on voit que c'est différent, à part évidemment la charte. Sinon, les dessins sont différents. Comment est-ce qu'on crée une identité graphique? Je pense que l'identité graphique, effectivement, elle vient de la charte. Et alors, je vais vous faire une réponse un peu bébête. Pour moi, l'identité de Fayard Graphique, c'est la qualité, en fait. C'est-à-dire que chaque projet est un projet fort. Et pour moi, un projet fort, c'est la thématique, c'est la personne qui le porte et c'est son identité visuelle. Et Damien disait qu'on ne s'interdit rien. Je pense qu'on ne va rien s'interdire. Moi, je verrais bien un Fayard Graphique en collage, un Fayard Graphique en roman photo. Enfin, je veux dire, c'est pas pour rien qu'on a appelé ça Fayard Graphique et pas Fayard BD, en fait. Donc, l'ADN de la collection, c'est vraiment la qualité. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Merci beaucoup Vincent. Un dernier mot avec vous, Céline Toulouse. Lancement de nouvelles collections ou de maisons, ça veut dire aussi des prises de risques mesurées. On va en parler avec ce roman qui est à paraître, me semble-t-il, qui vient de paraître. Qui vient de paraître. Évidemment. Absolument. Frédéric Le Ternier, ce nom ne dit rien. En revanche, on sait d'où elle vient. Ben oui, elle a vraiment un héritage, elle a reçu l'écriture en héritage. C'est drôle, vous parliez de ce texte de Boris Vian. Donc nous, on republie à l'automne un des tout premiers romans de Françoise Bourdin. On en a parlé avec nos amis libraires. Le Ternier et la fille. Voilà. Et donc du coup, Frédéric Le Ternier, je la connais depuis des années parce qu'elle était journaliste chez France Bleu et aussi parce qu'elle était la fille de Françoise Bourdin. Et quand sa collaboration avec France Bleu s'est arrêtée, je discutais beaucoup avec Françoise de ce qu'allait devenir Frédéric. À un moment donné, je lui dis mais pourquoi Frédéric n'écrit pas? Ses chroniques sont ultra littéraires, etc. Et Françoise me dit, écoute, il faut que tu déjeunes avec elle parce que je crois qu'elle veut te parler de quelque chose. Alors Françoise était toujours très dans la retenue par rapport à ses enfants, même si elle les aidait d'une certaine manière. Et donc j'ai rencontré Frédéric qui me dit, mais écoute, je viens de commencer un nouveau roman. Et donc c'est une magnifique histoire parce que en fait, ce livre, il est maîtrisé, elle a ça dans le sang, ça c'est évident, c'est tout sauf un premier roman dans sa manière de l'écrire et dans la manière dont nous le recevons. Mais c'est un livre qui a été lu par Françoise en partie, la mère et la fille ont travaillé ensemble, elles s'échangeaient leurs manuscrits. Voilà. Bon, Françoise nous a quittés en décembre et avec Frédéric, nous avons terminé ce livre. C'est une grande fierté que de publier comme ça la continuité de... Rendez-vous au Point Zéro, c'est sorti la semaine dernière aux éditions Récamier. Avant de passer à la deuxième partie de cette émission, Maïr, j'aimerais que vous puissiez partager avec nos invités qui sont là votre retour d'expérience. Cette nouvelle collection, La Grenade, chez J.C. Lattès,
3 ans après, qu'est-ce que vous auriez fait ou qu'est-ce que vous n'auriez pas fait comme ça? C'est difficile cette question. Qu'est-ce que j'aurais fait comme ça? Je pense que j'aurais absolument gardé ce qu'on a fait, c'est-à-dire d'ouvrir grand les portes et d'accueillir les idées comme elles viennent. D'être dans cet équilibre entre guillemets, l'écoute des attentes des lecteurs. Je ne sais pas si vraiment les lecteurs ont des attentes, mais du moins d'avoir un peu à l'esprit qu'il faut que les livres se vendent et en même temps de se dire qu'il y a des nouvelles idées, de la créativité, il faut les accueillir, il faut les emmener. Je pense que j'aurais gardé ça. Ce que j'aurais fait différemment, c'est des points extrêmement techniques, c'est-à-dire au départ, je répondais à tout le monde, je lisais tout, et jusqu'au jour où je me suis dit, je ne suis pas conseiller littéraire. Et c'est vrai que ça m'a bouffé un temps fou, ma porte s'ouvrait tout le temps, les gens débarquaient. C'était marrant, ça ferait des très belles histoires. D'ailleurs, j'ai une BD si vous voulez, mais des gens qui arrivaient avec des manuscrits, des idées, des trucs, des tracts politiques, des pamphlets, des machins, des gens de partis politiques qui me disent, j'ai dit, c'est pas le label. Vous me publiez votre manifeste, mais vous me donnez votre manifeste, c'est pas le label. Mais donc non, je sais pas ce que j'aurais fait différemment. En plus, on s'est lancé pendant le Covid, donc avec 2 confinements, donc on avait quand même des périodes très particulières. Peut-être la relation aux journalistes, peut-être que je l'aurais soignée, mais parce que on a appris à faire en marchant. Voilà, quelques conseils de Maher. Je vous remercie à tous d'avoir participé. Restez avec nous, on va repasser tous les titres qu'on a pu évoquer dans cette première partie. Et on va évoquer tout de suite, après cette courte pause, la difficile question de la définition de la tranche d'âge, notamment quand on crée un label. Restez avec nous, à tout de suite.
On continue notre plongée dans les nouvelles collections avec le même plateau, la même technique que je remercie, mais de nouveaux intervenants. J'ai le plaisir d'accueillir Camille Van Rosenschild. Bonjour, vous êtes responsable éditorial de la collection Le Grand Bain au Seuil Jeunesse. Et Stéphane Beaujean, bonjour. Vous êtes le directeur éditorial aux éditions Dupuis. Vous êtes directeur éditorial aux éditions Dupuis. Et vous allez nous présenter les ondes Marcinelle et les Ondines, deux nouveaux labels lancés l'an dernier, me semble-t-il. Et toujours avec nous, Maïr Guven, vous êtes le directeur de la collection du label La Grenade chez JC Lattès. Tout va bien? Oui, impeccable. Génial. On va pouvoir continuer. Alors, quand on lance une nouvelle collection, et notamment en jeunesse, il y a toujours cette difficulté de la définition de la tranche d'âge. J'aimerais que vous puissiez nous raconter un petit peu et l'illustrer avec vos titres, Stéphane. Comment est-ce que vous, chez Dupuis, vous avez appréhendé cette question-là de la définition de la tranche d'âge? Alors, cette question de la cible, hein, comme on dit, au sein des éditions Dupuis, elle est un peu particulière. Et je l'ai abordée, c'est un cas un peu spécifique, je l'ai abordée en réaction justement à cet ADN de la maison d'édition. C'est-à-dire que c'est une maison dans laquelle on va trouver un catalogue jeunesse très important, mais il va se distinguer des autres catalogues jeunesse en ce sens qu'il est, on va l'appeler familial. C'est-à-dire qu'il encourage généralement, c'est l'histoire de la bande dessinée franco-belge classique, à ce qu'on appelle désormais le co-reading, comme il y a du co-viewing au cinéma, c'est-à-dire on cherche à créer via la lecture un moment de lecture partagé dans lequel chaque lecteur trouve son plaisir. Donc il faut plusieurs niveaux de lecture. Et ça, c'est l'ADN Dupuis historique, Spirou, les grands et les petits le lisent, de 7 à 77 ans. Ce genre de formule qui caractérise bien ce qui est spécifique à cette culture franco-belge. Alors que la bande dessinée jeunesse, telle qu'on l'a définie aujourd'hui, c'est une bande dessinée qui est vraiment destinée à l'apprentissage de la lecture des enfants. Et si un parent vient s'intégrer à la lecture, c'est pour l'aider à assimiler, pas du tout pour prendre son plaisir. Ce qui fait qu'une bande dessinée comme Mortel Adèle, par exemple, qui est un grand succès jeunesse, les parents, pour la plupart, hein, il y a toujours des exceptions, mais pour la plupart, c'est pas ce qu'ils vont lire seuls. Alors que Spirou, les adultes le lisent sur leurs enfants. Et par exemple, pour Pépin et Olivia, alors, ça vient de sortir. Hein, alors la semaine ça, dernière. précisément, voilà. Ça, c'est une collection jeunesse des éditions Dupuis. Ouais. Et elle a été une nouvelle collection qui a commencé il y a un an, qu'on appelle les Ondines pour les petits. Et elle a été précisément pensée pour être justement le pendant de l'apprentissage de la lecture des éditions Dupuis. Et c'est vraiment spécifique pour les enfants, c'est-à-dire qu'un adulte peut les lire en rigolant, mais fondamentalement, il n'est pas la cible première. Et pour ce qui est granularité de la lecture, dès qu'il s'agit de jouer la carte de l'apprentissage, il faut être très précis, puisqu'à 6 ans, on ne sait pas lire la même chose qu'à 7 ans, et à 8 ans et à 9 ans. Donc dès que vous précipitez le livre dans les mains d'un enfant trop jeune, il peut démissionner, et un enfant qui démissionne de la lecture, c'est catastrophique. Donc on est très précis sur ces questions-là, et l'âge à partir duquel on peut commencer est indiqué au dos. Donc chaque livre a une cible différente, ça peut être 6 ans, ça peut être 7 ans, ça peut être 8 ans, ça peut être 9 ans, mais c'est toujours précisé au dos. Parce que précisément, l'idée là, c'est que les enfants peuvent se l'approprier seuls, et que si le parent vient, il vient en support pour l'aider à lire ou pour partager du plaisir de lecture. 6, 7, 8 ans, c'est un peu la cible, je crois, de la collection Le Grand Bain. Chez vous, au Seuil Jeunesse. Comment est-ce que vous appréhendez cette question de la cible, comme le disait Stéphane, chez vous, à l'étage du dessus, hein. Je rappelle que vous appartenez au même groupe, Média Participation. Non, mais c'est assez juste ce que vous dites au sujet de la précision de l'âge. C'est-à-dire que quand on est adulte et qu'on regarde la littérature jeunesse, on se dit, bon, ça c'est pour les enfants, ça c'est pour les ados, etc. Mais il n'empêche que entre la fin de la petite enfance, le début de l'école primaire et l'entrée au collège, et je dirais même le CM2, il y a tout un tas de progressions qu'on voit très fort quand on est parent, évidemment.
qui nous montre qu'un enfant à 1 an d'écart est tout à fait différent de ce qu'il était l'année précédente. Donc cette question de la tranche d'âge, elle est voilà, extrêmement précise. Et par exemple, nous, on l'a ciblé entre, cette collection, on l'a ciblée entre ce qui s'appelle en jeunesse la première lecture, c'est-à-dire les petits livres qui contiennent, on va dire, à peu près une vingtaine, une trentaine de pages avec des gros caractères, avec une volonté de faire apprendre la lecture réelle à l'enfant. Donc en général, ça s'adresse à des enfants qui sont soit en fin de grande section, soit en CP et qui commencent à découvrir le plaisir du micro-livre en fait. Donc on ne s'est pas mis dans cette tranche d'âge. Et on s'oppose aussi à la tranche d'âge supérieure qui est celle du petit roman pour pré-ado, qui est souvent un roman illustré. Alors je prends en général l'exemple du journal du dégonflé qui est assez typique, mais souvent c'est illustré au trait, avec un dessin qui est stylisé, etc., qui tend un peu parfois vers le comics. Nous, ce dont on s'est rendu compte avec Le Grand Bain, enfin avec 2 premiers textes qui à l'époque ont nourri notre envie de créer une collection, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait un moment chez l'enfant où il a très envie de lire des textes de longueur conséquente. Et il aime encore beaucoup l'album. Mais l'album, c'est pour les petits, mais quand même, il aime encore regarder de grandes images, etc. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans les fratries. Quand vous avez un grand frère, une grande sœur qui est déjà sur des romans, en général, il finit ou elle finit par aller traîner autour des albums du petit frère, de la petite sœur, d'ouvrir, voilà, et de lire comme ça d'une traite. Donc on a vu qu'il y avait vraiment une envie encore. Et donc on s'est dit qu'on allait proposer une collection à la jonction, voilà, de ces 2 âges, 6 ans, 10 ans, on va dire. Et ça nous donne des textes qui sont assez longs, finalement. Voilà, j'ai pris au hasard, mais c'est vraiment des petits romans assez conséquents. Avec... Ici, vous avez, comme dans un film Oui. de Rémi Courgeon, Arnaud Nebache, c'est sorti le 25 août dernier, c'est ça? Voilà. Ça fait un peu moins de 100 pages, ou 112 pages. Oui, alors ce sera le plus long, 112 pages. En général, Ouais. c'est entre 96 et 112 pages, avec une composition qui est aérée, etc. Et le parti pris de cette collection, c'est donc de proposer de grandes images, parfois des petits cabochons certes, mais de faire la part belle quand même à l'illustré, à la grande illustration. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose que je fais là, Bien si sûr, ça se voit. tout sert. Donc cette illustration qui est très importante dans l'album. Et je précise quand même que nous, au Seuil Jeunesse, enfin, on fait de l'illustré. On travaille avec des auteurs, des illustrateurs de très très grande qualité qui aiment bien l'idée de venir travailler sur du roman, mais tout en donnant quand même la pleine mesure de leur illustration. Donc ça nous permet finalement d'explorer un terrain qui ne l'est pas tellement, et d'ailleurs c'est ce qui ça nous est dit par les libraires, puisque les libraires qui vendent habituellement nos livres nous disent « mais oui, ici, à ce moment précis de la progression de l'enfant, il y avait quelque chose qui manquait et qui est là maintenant ». Donc en ce sens, on se dit qu'on a bien ciblé. Ça, c'est pour la définition de la tranche d'âge dans la jeunesse. Vous, Maïr Guven, avec le label La Grenade, comment est-ce que vous appréhendez cette question de la cible on parle souvent de tout public, mais j'imagine que la création d'un label, elle vient pour apporter une valeur ajoutée sur une cible donnée par rapport au public de J.C. Lattès. En littérature générale, parce que on peut être, je pense, une marque généraliste et accrocher un certain public sur un titre. Là, c'est vrai que nous, on a voulu créer un effet collection. Et donc, on visait les 25-40 ans, donc les personnes qui ont grandi dans les années 90 et dans les années 2000, qui aujourd'hui travaillent, ont les moyens d'acheter un livre et, pour des raisons qui m'échappent, se tiennent à distance des catalogues, des maisons de littérature générale. Donc on a voulu créer une identité. Donc, et les auteurs ont principalement cette tranche d'âge-là. Donc c'était, on va dire, c'est le public qu'on vise au départ, le premier public. Mais force est de constater qu'il est beaucoup plus large que ça. C'est ce qui est intéressant avec les lecteurs français, c'est que ce sont des lecteurs curieux quand même, et que ça nous permet de nous amuser. Je prends
effet collection. Effet collection, c'est aussi ce que vous recherchez, vous, chez Dupuis, en créant ces nouvelles collections, les ondes et les ondines. Alors, pas nécessairement. Il faut savoir que la collection aujourd'hui, c'est à double tranchant, commercialement parlant. Donc, c'est souvent même déconseillé par la chaîne qui vous accompagne, distributeurs et ainsi de suite. Puisque si vous n'avez pas de... En fait, la mécanique commerciale aujourd'hui fonctionne sur votre précédent résultat. Donc, si vous commencez votre collection avec des livres difficiles ou ambitieux qui prennent du temps à s'installer, ça risque d'abîmer vos mises en place suivantes. Donc si vous n'avez pas un best-seller qui va faire un peu modèle, la collection peut devenir même quelque chose d'assez, une sorte de spirale déclinante très rapide. Donc on vous le déconseille. Après, ça peut être utile, les éditions Dupuis ayant une très très forte identité, si vous voulez faire un grand pas de côté à l'intérieur de cette maison, vous êtes nécessairement obligé de le cadrer, et la collection, je crois, c'est le meilleur cadre qu'on peut donner à un pas de côté dans ce genre de maison d'édition. Après, le reste du temps, quand il s'agit de faire évoluer un catalogue ou de créer une nouvelle branche qui est finalement pas si éloignée du tronc, j'évite d'enfermer dans une collection trop cadrée, trop scellée, avec des marqueurs, parce que précisément là, je me méfie de cette spirale déclinante qui peut vous arriver et vous rattraper très vite si vous ne lancez pas avec un livre fort. Et vous le savez, quand vous cherchez à lancer une nouvelle collection ou de nouveaux auteurs, le succès est loin d'être garanti, sauf à trouver la perle rare. Donc généralement, on minimise le risque. En termes de ligne éditoriale, qu'est-ce qui lie, là vous avez parlé tout à l'heure d'Apollon, c'est le tome 2 des dieux de l'Olympe. Tout à fait. Ça, c'est une collection, vraiment, elle a été pensée, les axes forts, ils sont simples. Quand vous vous adressez aux jeunes enfants, généralement, vous êtes sur des formats de lecture un peu petits, un peu restreints. Là, nous, on voulait des petits, grands lecteurs. Donc, on a pris des très, très fortes paginations. C'est pour les jeunes enfants qui ont un gros appétit de lecture, avec des imaginaires qui sont vraiment destinés à eux, c'est-à-dire très irrévérencieux, à tel point que le premier livre de la collection Apollon, qui s'appelait Aphrodite, on l'a mise nue sur la couverture en hommage à Botticelli, et c'est pas du tout passé auprès des adultes. Donc c'est génial, parce que moi je fais des tests dans le 19e arrondissement, auprès d'écoles où il y a les enfants parmi les plus difficiles de Paris, et ils adorent. Vous les mettez dans les mains des adultes, et ça leur tombe des mains, ils ne comprennent pas. C'est le syndrome mortel Adèle, en fait. Les adultes disent, mais je ne comprends pas, et les enfants... Donc c'est génial de constater que ce clivage entre des adultes qui sont persuadés de comprendre ce que les enfants vont aimer, et les enfants, ça ne marche pas du tout. Donc là, voilà, c'est ça vraiment, utiliser des esthétiques qui ne sont pas maison, s'adresser à des très très grands lecteurs, avec une approche qui soit irrévérencieuse et quand même un peu pédagogique, puisque dans Apollon ou dans Aphrodite, vous avez les textes d'origine, enfin les mythes d'origine qui sont respectés à la lettre. C'est simplement la mise en scène et le langage qui est dévoyé. Pépin et Olivia, c'est du roman pour enfants, petites histoires qui se rapprochent pour beaucoup de Tom et Nana. Donc des histoires de familles dysfonctionnelles avec un père lunaire, une mère qui est très accaparée par son travail, et des enfants qui sont pas méchants mais qui peuvent pas s'empêcher d'être des enfants et donc de faire des bêtises. Voilà, mais par exemple, je peux vous prendre cet exemple-là. Je vous ai ramené une brochure très intéressant parce que ça s'inscrit. Alors je vous montre. Ça sort exactement. Tokyo Mystery Café, ça sort en Ça janvier. sort exactement. En fait, il s'agit pour moi de relancer une ligne adulte aux éditions Dupuis qui s'était un peu éteint ces dernières années. Je peux vous montrer. Ouais. Vous verrez 2 autres titres au dos. Ça, c'est juste la brochure. Hein, mais... Exactement. Okay. Et c'est intéressant parce que ça s'inscrit à la suite d'une collection qui a été terminée au début des années 2000 qui s'appelait Repérage et qui a vraiment marqué les esprits. C'est-à-dire que les lecteurs des années 80 et 90 en bande dessinée ont un souvenir extrêmement fort de cette collection qui a vu naître parmi les plus grands best-sellers de Dupuis de cette époque-là et qui a été arrêtée, on ne sait pas vraiment pourquoi. Bon, aujourd'hui, il s'agit de relancer ça, c'est-à-dire c'est de la BD ado-adulte, mais elle passe dans le journal Spirou, ce qui fait que si vous êtes un parent fan de BD et que vous tendez le magazine à votre enfant, vous vous dites ça passe limite, mais ça passe. Je vais voir comment il va réagir. C'est pas de la BD ado-adulte dans laquelle il y aura des scènes si violentes que vous n'oserez pas lui donner. Ça, c'est ce qui fondait l'ADN des éditions Dupuis dans les années 90 et 2000, contrairement à la concurrence qui, elle, faisait de la BD ado-adulte qu'on ne pouvait pas mettre dans les mains des enfants.
Là, il fallait la publier dans le journal Spirou, donc il fallait faire très attention aux contours. Donc on mettait en scène avec de la distance, on occultait beaucoup, on mettait beaucoup de hors-champ. Et ça, ce qui fondait cette identité, on essaye de le ressusciter, mais hors de question de réadopter le terme repérage, de mettre un sigle, parce que ça serait trop enfermant et ça serait trop dangereux. Donc on le fait de manière un peu subtile, en mettant des pages à l'intérieur. Si vous avez aimé ceci, retrouvez d'autres héros, ce genre de choses. On maquille un peu le lien pour créer une chaîne ou un environnement, mais qui ne soit pas labellisé. Parce que le label peut faire peur à la chaîne, précisément. Alors, on va en reparler aussi de tout l'aspect graphique. Ça, je vais le garder justement ici, si ça ne vous dérange pas, Camille. J'aimerais, moi, vous entendre sur un peu la ligne éditoriale. Vous êtes venu avec 2 ouvrages, Pétunia et Je suis bleu. Qu'est-ce qui les rapproche? Qu'est-ce qui les unit? Pourquoi les mettre dans la même collection, typiquement? Alors, en l'occurrence, ce que vous disiez tout à l'heure au sujet de ce qui fait peur aux parents et ce qui ne fait pas peur aux enfants et comment on arrive à trouver le juste milieu pour arriver à toucher tout le monde, je pense que c'est un peu le nerf de la guerre à tous les niveaux en littérature jeunesse. La particularité de cette collection, c'est qu'on s'inscrit la plupart du temps dans un quotidien de l'enfant, c'est-à-dire que ce n'est pas de la littérature de genre. On ne va pas aller dans le conte, on ne va pas aller dans la fantaisie. Mais il y a possiblement une part de burlesque ou une part de fantastique, quelque chose qui vient s'insérer dans le décor et qui vient complètement décaler le quotidien. Je prends des exemples tout bêtes, mais tous les livres que j'ai apportés pourraient illustrer ça. Je suis bleu, c'est l'histoire d'un petit garçon qui, en jouant à colorier avec des pastels avec sa petite sœur, et en se faisant une petite trace de pastel bleu sur le doigt, de jour en jour devient tout bleu. Et ses parents s'inquiètent, on s'inquiète à l'école, etc. Mais jamais cet événement n'arrive comme une espèce de coup de tonnerre. Jamais on s'inquiète de ce que quelque chose d'absolument effroyable et fantastique n'intervienne dans le quotidien. On s'y habitue petit à petit, on essaie de trouver des solutions, mais en tout cas, ça s'intègre dans le quotidien. Bon, on va finir par comprendre que cet enfant, il est marqué par la séparation de ses parents. L'enfant qui lira ce livre, il y lira ce qu'il veut y lire en vérité. C'est-à-dire que le parent pourra très bien lui mettre entre les mains, en comprenant lui, s'il le lit avec lui ou de son côté. Parce que je sais qu'il y a des parents qui vont d'abord lire le roman avant de le donner à leur enfant. Mais le parent pourra très bien se dire qu'il est question de séparation. Un enfant un petit peu plus premier degré qu'un autre, il lira ça comme une petite histoire fantastique qui se résout à la fin et il n'y verra pas forcément l'implicite. Pétunia, c'est un petit peu pareil, au sens où on a une gamine qui vit tout simplement avec un petit bonhomme dans sa poche, qu'elle appelle son petit frère, mais qui est une sorte de petite mascotte, comme ça, qui est silencieuse et qui vit toute sa vie avec elle. Et donc ça crée une espèce d'arrière-plan poétique dans son quotidien. On va suivre ses petites aventures à l'école. Et puis, Presque perdu, je l'aime beaucoup celui-là, c'est un texte d'Hervé Giraud qui est absolument formidable et qui, pour le coup, est vraiment susceptible de parler à tous les niveaux, c'est-à-dire aux parents et aux enfants. On est l'été dans une grande maison de vacances qu'ont loué un couple avec des copains, des cousins, les amis des cousins. Enfin bon, il y a une espèce de gigantesque sma-là. Tout ce beau monde part à la plage le matin, et puis il y a des enfants partout en fait. Et bon, un jour, le papy, le père d'une des personnes qui est là, qui s'y perd dans tous ces gamins, il en prend un dans la file, il fait une espèce de farandole, et puis en fait la famille se retrouve à avoir embarqué un gamin qui n'était pas... il y a une alerte enlèvement dans les journaux, etc. Donc évidemment tout ça va se résoudre, mais c'est vraiment des éléments qui vont... qui vont parler très fort à plein d'enfants qui voient bien, par exemple, l'espèce d'atmosphère bordélique de vacances dans laquelle vivent leurs parents, etc. Et qui, dans ce texte, peut créer tout d'un coup une péripétie majeure, alors qu'elle part tout simplement d'un petit décrochage avec le quotidien. Donc après, avec Monosourcil, il y a la question du harcèlement scolaire, un harcèlement scolaire qui ne se termine pas de manière tragique, parce que... ce qui est important dans cette collection, c'est que si on ne souhaite jamais proposer des textes qui sont ouvertement pédagogiques, bon, ça fait quand même passer des messages, quoi. Et l'idée, c'est que l'enfant puisse
en tirer quelque chose pour sa vie. Mais en vérité, est-ce que c'est pas ce dont on attend de toute forme de roman, de manière première, troisième ou huitième degré, quoi, en gros. Et en l'occurrence, dans Monosourcil, c'est l'histoire de ce gamin qui, du jour au lendemain, va se retrouver harcelé à l'école d'une manière extrêmement subtile, en vérité, sans l'avoir vu venir, et qui va s'en sortir parce que bien entouré, parce que trouvant en lui le moyen de s'en tirer, et trouvant en lui, finalement, le moyen comment dire, de ne pas laisser basculer une situation qui aurait pu devenir absolument cataclysmique en ce cataclysme, et en arrivant à récupérer voilà, comment dire, une vie quotidienne agréable dans la cour. Donc il y a plein de petits éléments dans cette collection qui sont des éléments du quotidien et qui vont parler très très fort à l'enfant, je pense. Par exemple, qui vont parler très très fort à tout ce ventre mou de la cour de récré, auquel la plupart d'entre nous, par exemple, ont appartenu à un moment ou à un autre, parfois pendant toute leur scolarité. Ces enfants qui, à un moment, auraient pu être harcelés et finalement non, ou l'ont été un tout petit peu et finalement ça s'est résolu. Donc voilà, ça permet d'aborder énormément de sujets subtils, en fait. Et c'est ça, je dirais, la ligne forte de la collection. On l'a vu sur la ligne éditoriale est forte sur le fond. On va y venir sur la forme, même si on en a déjà parlé. Maïr Guven, vous, c'est plus du grand public et du public adulte. Quel est le lien entre tous les titres du label La Grenade ? La sincérité. La sincérité. Oui, c'est vraiment... le lien entre... C'est vraiment des auteurs que l'on entendait peu, que l'on entend peu, des profils, et donc je crois qu'ils racontent comme ils vivent. Moi, je n'ai pas du tout l'âme d'un censeur. Je pense que le lecteur est intelligent. D'ailleurs, même quand il est enfant, et même les enfants très jeunes, en fait, critiquent ce qu'ils lisent, ou en tout cas sont d'accord ou pas d'accord. Donc je crois que cette sincérité, elle est importante. Voilà. Merci beaucoup. Dernière thématique qu'on peut aborder ensemble et qui est évidemment très très importante chez vous, c'est le graphisme. Qu'est-ce que vous recherchez chez les ondes et les ondines? Qu'est-ce que vous avez recherché comme graphisme, d'être le plus moderne possible, à l'inverse de coller le plus possible à l'historique du magazine de Spirou? Et est-ce que c'était important ou pas? Alors non, précisément. L'ADN d'une maison comme Dupuis, mais toutes les maisons d'édition ont un peu cette tradition-là, c'est de créer un peu leur propre courant esthétique. Et pour une maison centenaire comme Dupuis, qui a été très importante dans l'après-Seconde Guerre mondiale, la question de l'esthétique, elle était très cadrée. Voilà, ça a même été théorisé, les gens appelaient ça une ligne atome. Il y avait la ligne claire chez Tintin, la ligne atome chez Spirou. Et donc, c'est ce ruissellement esthétique qui a nourri les éditions Dupuis jusqu'à aujourd'hui. Donc avec les ondines et les ondes, c'était précisément l'inverse, c'était de chercher, alors on ne va pas parler de moderne et d'ancien, mais plutôt de cadrage ou de stéréotypes. Comme on le sait aujourd'hui, ça fonctionne beaucoup sur des questions de stéréotypes, et au contraire, les fortes identités. Donc les ondines, c'est plutôt les fortes identités, c'est des choses qui du coup rendent les livres parfois un peu durs à appréhender, parce qu'il faut accepter cette identité. Alors, on travaille avec des noms installés, comme Nadja, qui a quand même 20 ans derrière elle d'école des loisirs, et peut-être les plus grosses ventes de l'école des loisirs avec Chien Bleu. Camille Jourdi, qui a aussi une sacrée notoriété et un succès assez important. Mais à côté, on va travailler avec d'autres auteurs, comme Yoon Soon Park, une autrice d'origine coréenne, qui fait une très très jolie carrière dans la BD indépendante, mais qui n'a pas encore trouvé un grand public, ou Lucas Mété, qui est un dessinateur virtuose, très admiré par ses pairs, mais dont le dessin est parfois un peu dur d'accès. Donc on travaille avec eux quand même pour les ramener dans un cadre de BD jeunesse, mais on n'y arrive pas forcément, puisque de travailler avec des gens qui ont une forte identité, c'est précisément ça qui les rend artistes en fait, c'est leur côté forte tête qui n'arrive.
appréhendez ça alors? Qu'est-ce qui est... Bah, c'est de la discussion, c'est du dialogue, c'est d'essayer d'aligner le désir de l'auteur, qui a un profond désir de rencontrer les enfants, avec la réalité de ce qu'il sait faire. C'est parfois ne pas être autre chose que lui-même. Donc ça, c'est des longs débats. C'est très... Et on essaye on travaille livre après livre, hein, parce que ça, c'est un long chemin, livre après livre, à construire quelque chose ensemble. Si je vous prends l'exemple de Luca Mété, qui est le plus extrême, le premier livre était très compliqué. Le deuxième livre, il a enfin réussi à produire les couleurs qu'on lui demandait pour le premier livre, mais qu'il n'a pas réussi à sortir, des couleurs pimpantes. Quant à Yoon Soon, je crois qu'on lui a fait refaire 7 fois les 25 premières pages pour qu'elle détende sa narration, pour qu'il y ait moins de cases, que ça soit moins bourré, pour que ça soit plus facile d'accès à un jeune regard qui aurait été aurait pris ça de manière frontale. Donc voilà, il n'y a pas de modèle. On a conscience qu'on travaille avec des artistes, donc on ne peut pas tout attendre d'eux. Ils sont qui ils sont. Et on est allé les choisir pour ça, donc il faut accepter cette règle du jeu-là. Et on travaille avec eux pour essayer d'en faire de la littérature jeunesse, c'est-à-dire un peu une littérature de résistance qui doit obéir à des codes et à des règles pour faire passer en dessous quelque chose d'un peu plus compliqué à faire passer. Voilà, c'est une dialectique. Camille, pour le grand bain, je crois que vous avez recherché en termes graphiques, en tout cas vous avez une vraie exigence. Quelle est-elle cette exigence? Alors nous, pour le grand bain, c'est plus simple parce qu'on savait de toute façon qu'on voulait travailler avec des illustrateurs avec lesquels on travaillait déjà ou avec qui on aurait pu travailler. Donc on savait qu'en termes de graphisme, ça serait dans la ligne qui est la ligne du Seuil Jeunesse Illustré. On a beaucoup travaillé, nous, sur l'objet. On en est assez fiers d'ailleurs. Et je m'en vais vous expliquer pourquoi. Parce que, voilà, pour reprendre ce que je disais au sujet de cet enfant entre ces deux âges clés de l'album et de la fiction pré-ado, cet enfant, on s'est dit qu'il aimerait avoir entre les mains de l'illustré, ça j'en ai parlé, mais en même temps un ouvrage qui puisse quand même faire déjà grand. C'est pour ça qu'on a imaginé cette jaquette américaine. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la jaquette américaine, c'est une espèce d'emballage presque cadeau du livre qui se déplie complètement. Donc on a la couverture et si je la déplie, et ben derrière j'ai une image inédite en l'occurrence qui vient illustrer l'univers du livre. Donc l'enfant qui voudra mettre le poster dans sa chambre ou tout simplement redéballer son image et y regarder les petits détails à chaque fois qu'il lira le livre, et ben il pourra le faire. Et ce même enfant ou un autre, en tout cas celui qui aura envie d'avoir entre les mains un livre qui fait plus grand, et ben il aura cette couverture qui est plus graphique, qui a certes une illustration mais simplement crayonnée. Et là, on change d'univers, quoi. On a une espèce de mini-roman adulte, j'ai envie de dire presque, entre les mains. Et donc on peut faire le choix de garder sa jaquette. On a pris des Pantones exprès pour avoir quelque chose d'assez puissant. Et puis ça nous donne une ligne finalement assez forte et reconnaissable. Et je pense vraiment qu'avec cet objet-là, on a réussi à toucher quelque chose qui est propre à l'âge des enfants qu'on vise avec cette collection. Vous avez déjà des retours des libraires, parce que ça fait un an et demi que... En plus, ça fait plus de 3 ans. Ça fait plus de 3 on a ans. une quinzaine de titres, on en sort 4 par an. On a de très bons retours des libraires, parce que tous les libraires nous ont remonté le fait que ça correspond à un domaine où il n'y a pas forcément quelque chose d'équivalent. On a parfois des petites résistances devant des sujets et puis finalement quand les libraires lisent le livre, ils disent « Ah oui, effectivement, la manière dont c'est traité, la manière décalée dont c'est traité résout tout ». Et ça nous fait grand plaisir parce que ça fait vraiment partie de l'ADN du Seuil Jeunesse. Enfin, la question du décalage, de l'impertinence, etc., c'est des choses qui ont été très fortes dans le développement du catalogue illustré. Et c'est quelque chose qu'on avait envie de garder dans le développement de la fiction. Et on a de la chance d'avoir des auteurs qui, à chaque fois, jouent le jeu en nous proposant des textes qui illustrent ça. Et d'ailleurs, l'un des prochains, alors j'ai rien à montrer dessus, mais je tiens à en parler, l'un des prochains grands bains qui va sortir donc au printemps, ça s'appelle « Une paillette dans l'iris ». Et quand l'auteur, qui est une auteure qui vient de l'adulte, qui s'appelle Charlotte Ponce, qui est auteure chez Flammarion, quand elle m'a envoyé ce texte, elle m'a dit « Bon, c'est l'histoire d'une petite fille dont le frère aîné vient de mourir dans un accident de voiture. » Ah, ok, bon.
Alors, je m'en émeus pas parce que je sais qu'il peut y avoir évidemment 1000 traitements possibles. Je m'inquiète déjà de ce que sera la réception en réunion commerciale de ce livre, et à juste titre. Et elle m'envoie le texte, et en fait, le texte est incroyable, c'est-à-dire d'émotion, même pas triste, en fait. On se retrouve dans la peau de cette petite qui a 9 ans, qui est avec sa brochette de copains à l'école, et ils sont finalement tous en train de vivre à une distance différente, chacun ce même événement traumatisant. Ils sont dans leur monde d'enfants et ils vont arriver à gérer ce truc insupportable, à trouver un moyen mais c'est même pas de survivre à leur âge, c'est de continuer à vivre, de vivre vraiment et de construire une réalité avec un événement pareil dedans. Et c'est jamais sinistre, jamais triste. Alors on pleure tout ce qu'on peut, mais c'est des bonnes larmes, quoi. Tout le monde va avoir envie de pleurer comme ça. Ça, ce sera au printemps prochain. Ça, ce sera au mois d'avril. Au mois d'avril. Exactement, oui. On a hâte de voir ça. Je vous remercie beaucoup à tous. Stéphane Beaujean, directeur éditorial chez Dupuis. Vous dirigez les collections Les Ondes et Ondine. Camille von Rosenschild, merci beaucoup d'être venue avec cette collection magnifique Le Grand Bain au Seuil Jeunesse. Et puis vous aussi, Maïr Guven, d'être venu nous parler et faire l'objet de grands témoins. Vous êtes le directeur du label La Grenade chez JC Lattès. Je vous remercie évidemment. Je remercie la technique ici à Livre Hebdo et vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce webinaire en replay et à très bientôt sur Livre Hebdo.